Espace TV, le 22h. Bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Les assises nationales après le lancement, place aux interrogations sur la suite des travaux. La première journée marquée par des discours et prestations artistiques a été clôturée sans aucune annonce pour la suite des travaux, ni à Conakry ni ailleurs. L'université guinéenne a désormais une charte, une première en Guinée. C'est une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Elle vise à pallier aux difficultés, notamment le chômage des diplômés. Et puis notre angle ce soir, vous le savez, depuis un certain temps, les chantiers d'aménagement des voiries sont ouverts presque partout à Conakry. S'ils doivent répondre à un besoin de fluidité de la circulation, ils ne sont quand même pas sans conséquences sur les riverains qui se plaignent du retard des travaux à l'approche des grandes pluies. Ali Badra Kamara sera là pour le Zoom. Je vous le disais à l'instant, les assises nationales lancées ce lundi par le chef de l'État suscitent déjà interrogations et inquiétudes. Aucune visibilité sur le déroulement des activités, les thématiques et l'organe qui va diriger les assises nationales sont encore méconnus du grand public. Curieusement, au lendemain de son lancement officiel, pas d'activité. Mamadou Kalisso et Ibrahima Sori Sanksouma. Le chef de l'État vient de lancer un projet sans pilote. Les tempêtes et les orages qui obscurcissent l'horizon risquent de compromettre l'atterrissage à bon port des assises nationales. Pourtant, elles font partie des promesses phares du colonel Doumbouya au lendemain de son putsch. Des promesses allant dans le sens de la justice, du pardon et de la réconciliation nationale. Mais entre le discours et l'acte, l'écart est encore grand. C'est ce qui nous a amené effectivement à réagir pour dire qu'on attendait mieux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? C'est inviter tous ceux qui sont de près ou de loin associés à cela, n'est-ce pas, à se mettre au travail pour que dans la journée d'aujourd'hui, ou tout au moins ce soir, il y ait plus de lisibilité par rapport à ces assises, parce qu'elles sont importantes. Des crimes de sang et économiques ont été commis, des victimes narguées par les bourreaux, des frustrations, des espoirs déçus. Ces assises doivent impérativement répondre à l'attente des Guinéens. Que ce soit sur la base objective, que ce soit un acte qui pourrait faire en sorte que les blessures béantes que la Guinée ou les familles ont connues soient soignées, voire même tenter de les cicatriser. Cicatriser ces plaies béantes demande un travail minutieux et sérieux, ce qui ne semble pas être le cas pour l'instant. Comme le disent les Ivoiriens, l'éléphant annoncé arrive avec un pied cassé. Cet ancien député avertit. Quel que soit le temps qu'il mettra, il finira par être appelé ancien président de la transition. Il n'y a pas d'homme fort, il y a un moment fort pour un homme. Si tu gères bien ton moment fort là, tu resteras dans les honneurs pendant tout le reste de ta vie. Mais si tu gères mal aussi ton moment fort là, tu seras le plus petit des hommes après que ton moment fort est passé. Espérons que les jours à venir voient les termes de référence de ces assises nationales. Le RPG Arc-en-Ciel a exprimé ce mercredi son inquiétude suite à l'arrestation d'Ibrahima Khalil Kaba par le haut commandement de la gendarmerie. L'ancien ministre serait accusé de partager un audio dans lequel on entend l'ex-président Alpha Condé du côté des nouvelles autorités. C'est Silence Radio d'Ibril Ba et Abdoulaye Kamara. L'ancien ministre de cabinet et ancien ministre des Affaires étrangères, Ibrahim Khalil Kaba, ne s'alimente plus. Il a été, depuis 48 heures, arrêté par les hommes du colonel Bala Samoura. Son interpellation serait liée à la fuite de l'audio de l'ancien président Alpha Condé. Une situation qui ne laisse pas insensible le RPG Arc-en-Ciel. Le parti s'est fendu un communiqué ce mercredi. Nous avons appris avec inquiétude l'interpellation d'un des nôtres, en l'occurrence l'ancien ministre Dr Ibrahima Khalil Kaba. À cet effet, le RPG Arc-en-Ciel souhaite qu'il jouisse de la plénitude de ses droits. L'ancien chef de la diplomatie guinéenne serait séquestré. Ses avocats s'inquiètent et dénoncent une violation flagrante des droits de la défense. C'est inacceptable que cela se passe dans un état de droit, ont-ils indiqué. Par ailleurs, le RPG Arc-en-Ciel tient à préciser
que l'audio en question n'a jamais fait l'objet de partage ni de discussion au sein des instances du parti. En tout état de cause, le parti regrette qu'un audio d'une conversation privée du président Alpha Condé soit mis sur la place publique. Lilou, pour les intimes, bénéficie d'un grand soutien sur la toile. À cela s'ajoutent des voix qui dénoncent son arrestation. Il ne serait pas seul. Le médecin personnel de l'ancien président, le colonel Mbemba Kaba, a été également interpellé dès son retour d'Abu Dhabi. Le médecin de l'ancien opposant historique aurait soutenu que son patron était consentant pour être enregistré et que c'est lui en personne qui a envoyé l'élément sonore à Lilou et à Kassouri à travers un proche de ces derniers. L'arrestation des deux intervient avant la tenue de la convention du RPG Arc-en-Ciel programmée le 31 mars prochain. C'est une première pour le système éducatif guinéen. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation se dote d'une charte. C'était lors de son conseil de cabinet élargi aux institutions d'enseignement supérieur, les institutions de recherche scientifique, les centres de documentation et d'information. L'objectif est de pallier aux difficultés qui minent le secteur et promouvoir l'emploi jeune à travers des formations adaptées aux besoins des entreprises. Alceni Bari et Yacouba Traoré signent ce compte-rendu. Cette charte est destinée aux enseignants, chercheurs et étudiants, ainsi qu'aux cadres de l'enseignement supérieur. Elle vient répondre aux problèmes qui gangrènent nos institutions, notamment la discrimination, l'inadéquation formation-emploi, le manque de formation des formateurs, mais aussi le manque de crédibilité des recherches. Les principales obligations contenues dans cette charte, c'est avoir d'une certaine façon une gestion vertueuse, que ce soit des ressources humaines, que ce soit des ressources financières, et éviter surtout la discrimination au sein des institutions. Certains ont déjà une idée pour lutter contre le harcèlement en milieu universitaire. C'est de faire en sorte que les étudiants puissent oser dénoncer quand ils sont des harcèlements, par exemple, d'un professeur ou d'un responsable, mais aussi ça peut être des harcèlements faits entre eux, étudiants. Donc que l'étudiant puisse avoir le courage de dénoncer, ça c'est un, mais que l'étudiant ait une cellule à l'interne d'écoute, parce que ça c'est primordial aussi, en dénonçant qu'il y ait quelqu'un qui écoute, mais aussi qu'il y ait une cellule de suivi, au cas où il y a des poursuites à faire, au cas où il y a de la sensibilisation à faire. Pour la ministre, l'élaboration et l'adoption de cette charte étaient nécessaires, voire fondamentales, pour le bon fonctionnement des structures d'enseignement supérieur. Tous les étudiants, enseignants, personnel administratif et technique aura ses droits édictés dans cette charte, mais également ses obligations. Et une couverture quelque part pour chaque acteur de la communauté universitaire de savoir qu'il y a des textes qui régissent désormais sur les manquements que peuvent avoir une étudiante vers un étudiant vers un enseignant vers un personnel administratif. Désormais, la question qui demeure est celle liée à son applicabilité sur le terrain. Dans le même cadre, la Guinée dispose désormais d'une école virtuelle grâce à un jeune diplômé, Ali Badara Sano, c'est son nom. Il a développé une application d'apprentissage des cours dispensés par des professeurs d'ici et d'ailleurs, dénommée e-learning. Cette solution est une contribution à l'innovation du système éducatif, mais son développeur a besoin d'accompagnement pour la rendre beaucoup plus performante. Nos reporters Justin Leno et Meshek Sanda Kourouma sont allés à sa rencontre. Suivez. Voici e-learning, une plateforme d'apprentissage des cours en ligne différente des autres, quel que soit votre niveau d'études selon son développeur. Élèves, étudiants ou cadres peuvent désormais utiliser cette école virtuelle créée par Ali Badara Sano, diplômé en génie logiciel de l'université guinéenne. Pour sa création, il a fallu 2 ans à ce jeune homme qui a démarré seul dans sa chambre, nous confie-t-il. Donc j'ai développé cette plateforme avec mon équipe, une plateforme de virtualisation des cours proposés par des professeurs guinéens, dénommée e-learning. Donc sur e-learning, vous allez trouver pas mal de formations, notamment la formation en co, qui sont la formation en anglais. Donc en résumé, l'étudiant ou l'élève peut trouver toutes les formations vraiment indispensables. Grâce à cette application, des apprenants qui la disposeront pourraient recevoir des notifications instantanées dès qu'un professeur déclenche son cours en direct. E-learning renferme aussi une bibliothèque virtuelle.
Lorsque l'étudiant veut chercher, veut trouver l'œuvre de Cheikh Amadou Pateba, donc il peut trouver cette œuvre dans la bibliothèque virtuelle de e-learning. L'application est utilisée avec ou sans connexion Internet, un avantage de plus qui vient aider les apprenants de classe moyenne. Mais comment avoir accès? Pour avoir l'adresse email pour pouvoir avoir accès à la plateforme. Ensuite, vous allez vous inscrire pour créer un compte comme sur Facebook. Et ensuite, vous accédez à votre compte et à beaucoup de formations. Aujourd'hui, le jeune développeur veut que son projet soit accompagné par les autorités, car innover le système éducatif guinéen a toujours été son rêve. Un appel au ministre de l'Éducation préuniversitaire, au ministre de la formation professionnelle, de venir vraiment voir ce projet. On peut faire plus que ça pour offrir vraiment un espace d'apprentissage convivial à la Guinée. Dans quelques temps, l'application e-learning sera disponible sur Play Store et Android, puis téléchargeable. Le jeune développeur Ali Badra Sano travaille quotidiennement à cet effet. Autre chose dans cette édition, il y a toujours un manque à gagner par rapport à la situation des points d'eau en Guinée. Le pays fait face à la floraison des forages qui sont construits par des entreprises dont certaines manquent de stratégie dans le domaine. Pour le service national des points d'eau, ce comportement pourrait engendrer de nombreuses anomalies dans l'approvisionnement en eau potable à Conakry notamment. Diana Bangoura et Aliouba. La quasi-totalité des citoyens du monde manque d'informations exhaustives sur les eaux souterraines. C'est pourquoi le thème « Rendre visible l'invisible » a été choisi cette année pour la célébration de la Journée mondiale de l'eau. En Guinée, la qualité de certains forages laisse à désirer et les entreprises qui évoluent dans la construction de ces infrastructures ne tiendraient pas compte des facteurs non moins importants. Les gens ne viennent pas profiter de l'expertise que le SNAP a en matière de réalisation de forage. Sur cette cartographie du SNAP, le pays connaît assez de problèmes dans l'approvisionnement en eau potable ces dernières années, et cela dû au manque de financement et aux croissances démographiques. Le SNAP a réalisé depuis sa création plus de 19 000 points d'eau répartis à l'échelle du pays. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces 19 000 points d'eau, au regard de la population, notamment du milieu rural et semi-urbain, ne parviennent pas à satisfaire toute la population guinéenne. Pour ce faire, le SNAP s'est doté d'un document programme projeté à l'horizon 2030 dans le but de faire des forages dans le pays. Environ 19 990 points d'eau à l'horizon 2030. Le coût est estimé à 530 639 268 francs guinéens, s'il est validé par les autorités. Si rien n'est fait, la population sera contrainte de trouver des solutions alternatives qui visent à aller dans les cours d'eau et autres. Comme l'indique cette carte de la Guinée, la partie en rouge qui est Conakry et sa périphérie, seulement 30% auront de l'eau. Les autres aussi sont en risque, montrent les pourcentages. L'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée a célébré ce mercredi en différé la Journée internationale des droits des femmes. Des plaidoyers ont été faits à cette occasion auprès des élus locaux pour la protection et la promotion des droits des femmes et des victimes de traite. Une activité qui s'étendra sur 2 jours. Rosaline Goto-Menebou et Alseni et Camara. L'implication des élus locaux et des jeunes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et la traite des personnes, tel est le souhait de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. C'est pourquoi elle a prévu 2 jours pour faire des plaidoyers pour qu'enfin prennent fin ces pratiques dans le pays. Pourquoi les élus locaux? Parce que c'est les représentants à la base. C'est ces élus locaux-là qui sont tout près des communautés et c'est dans ces communautés que les crimes se passent, que les violences se passent, que les exactions se passent. Nous voulons qu'ils soient le relais, qu'ils puissent vraiment faire en sorte que l'on comprenne c'est quoi les droits des femmes, c'est quoi les violences faites aux femmes pour que ces violences-là puissent s'arrêter.
Les maires présents à cette première journée de plaidoyer ont réitéré leur engagement à accompagner l'ONG F2DHG dans la lutte contre les VBG et la traite des personnes. Celui de Matam veut croire en cette lutte. Pour appuyer les services qui viennent, qui assistent ces personnes qui sont victimes des violences faites par le JAR, il faut que nous soyons en première ligne pour essayer de retrouver ces personnes parce qu'ils habitent dans nos quartiers, ils habitent dans nos secteurs, pour que la police et la justice puissent faire son travail dans les meilleures conditions. La gouverneure de la ville de Conakry a mis l'occasion à profit pour féliciter les membres de l'ONG pour le combat mené. Elle invite l'ensemble des élus locaux à une franche collaboration pour la protection et la promotion des droits des femmes et la traite des personnes. Je voudrais inviter l'ensemble des autorités locales ici présents et à travers elles la population de la ville de Conakry à une franche collaboration avec les acteurs sur le terrain. À l'occasion, un panel a été organisé. Pour la directrice générale adjointe de l'OPROGEM, ces 2 jours de plaidoyer permettront certainement d'impliquer tous les acteurs pour la protection et la promotion des droits des femmes et des victimes de traite. Restons dans le siège pour dire qu'une étude sur les femmes qui ont et continuent de marquer l'histoire de la Guinée a été présentée ce mercredi à des actrices évoluant dans la lutte pour l'égalité des sexes à Conakry. L'objectif est de les célébrer et de les faire connaître par la nouvelle génération. Compte rendu, Fatoumata Bintabari et Mohamed Kapelo Silla. La Guinée regorge un potentiel féminin hors compétition. Elle a été bercée par des femmes dont la compétence est indiscutable. Certaines ont disparu et d'autres sont laissées pour compte. Pire, la nouvelle génération ignore leur combat. Pour réparer ce manquement, Wafrika, à travers son projet Guinée Lolé, a fait une étude sur les femmes qui ont marqué l'histoire de la Guinée. Avec ces différents avis, donc, on a fait un rapport et c'est ce rapport-là que nous sommes venus présenter aujourd'hui à d'autres femmes aussi leaders de Conakry pour qu'elles puissent savoir ce qu'on a recueilli comme information sur les femmes leaders et femmes pionnières de Guinée. Et ces femmes avaient la possibilité de pouvoir critiquer ce travail et d'amender et de compléter donc ce travail. Ce qui a été fait lors de cette journée, ces femmes ont chacune exprimé leur avis sur le rapport tout en citant des braves femmes qui les ont marquées elles aussi. Aujourd'hui, quand on entend le nom de certaines personnes, on se demande qui elles sont. Alors qu'on a passé tout notre temps à étudier l'histoire des autres pays occidentaux, des personnes qui ont marqué les différents pays occidentaux, alors qu'ici en Guinée, si on nous a parlé des résistants, à un moment donné, on avait l'impression qu'il n'y a que des hommes qui ont fait quelque chose pour ce pays. Surtout dans les manuels scolaires du pays, la femme guinéenne est peu magnifiée. Ce rapport, une fois finalisé, sera accompagné par des activités pour favoriser sa vulgarisation. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, dans cette symbolique, avoir un forum où on aura un passage de bâton entre l'ancienne génération. Donc beaucoup d'entre elles sont vivantes, on n'attend pas qu'elles soient mortes pour les célébrer et dire qu'elles étaient extraordinaires. Elles sont là, on va leur dire maintenant, on va leur dire qu'on reconnaît leur contribution et combien de fois on peut les honorer en fait. Ce passage de bâton pourrait permettre à la nouvelle génération de s'inspirer de ces icônes de l'histoire, mais surtout d'identifier ce qui n'a pas marché pour mieux faire dans le combat pour l'épanouissement de la Guinéenne. Une fresque réalisée sur les murs du groupe scolaire Saint-Joseph de Kaboro a été inaugurée ce lundi. Elle a été faite à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. C'est un projet mené par la Muse et l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone. Elle s'adresse à la couche féminine. Juste allez-nous suivre. Sur les murs du groupe scolaire Saint-Joseph, une élève pense à ses devoirs après l'école, pendant que son collègue garçon rêve d'aller jouer au football. L'écolière se bat jusqu'à obtenir un diplôme et devenir une leader dans la société où désormais elle prend la parole devant le public, une fresque qui fait passer un message. Parce qu'il y a beaucoup de formes de célébration de la journée des droits des femmes. Et d'où notre choix s'est porté sur la réalisation des fresques pour sensibiliser un peu. Et en amont, essayer de faire un atelier avec des élèves, des organisations de la société civile et des artistes
pour concevoir, pour réfléchir, discuter de tout ça. Ces dessins s'adressent surtout aux femmes et aux jeunes filles qui pensent qu'elles ne peuvent pas y arriver en présence des hommes. Donc il ne faudrait pas qu'on mélange les choses et qu'on puisse faire la part des choses et qu'on comprenne que la femme peut faire ce que les hommes font. Oui, c'est possible. Il doit y avoir l'égalité entre l'homme et la femme. Il y a des femmes aussi qui sont paresseuses. Mais on dit qu'il doit y avoir l'égalité entre l'homme et la femme. C'est-à-dire l'homme travaille, la femme travaille. Il a fallu le travail de plusieurs artistes pour avoir ces résultats visibles sur le mur. Leur art est apprécié par plus d'un. Je tiens à les féliciter parce qu'elles ont fait preuve de professionnalisme, d'intérêt pour une question qui est très importante. L'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone a présidé l'inauguration de cette fresque. Plus les femmes et les hommes seront égaux en droit, en particulier dans cette partie du monde, plus les femmes seront libres de certaines servitudes, plus elles feront d'études, plus elles acquerront une autonomie économique financière, plus elles aideront à transformer la société et à élever le niveau général de prospérité. Les droits des femmes sont une priorité pour l'ambassadeur de France en Guinée et en Sierra Leone qui appelle les femmes à s'affirmer. En région, les 5 Diwe ou le Grand Timbo, à savoir Fugumba, Timbo, Kebali, Bouria et Fodéadi, ont organisé en ziara dans l'ancienne capitale religieuse du Fouta théocratique à Fugumba, lieu de couronnement des anciens Almami. Cette initiative vise à renforcer les relations entre les 9 Diwe, la consolidation de la paix, mais aussi pour une transition réussie dans le pays. Outre les autorités administratives et religieuses, la rencontre a mobilisé les ressortissants venus d'ici et d'ailleurs. Reportage Abdoulaye Diallo. Fugumba, ancienne capitale du Fouta théocratique, a accueilli la première édition du Grand Ziara de Timbo. Initié par les 5 Diwe, l'objectif de cette rencontre était d'implorer la grâce divine pour la consolidation de la paix et l'unité nationale dans le pays. On a jugé utile de nous retrouver aujourd'hui pour faire un sacrifice afin que nos cœurs soient ensemble, que la solidarité soit renforcée et que la paix soit entre nous. Et on profite pour qu'afin qu'au cours de cette lecture du Coran, on ait une transition réussie. Nous avons jugé utile pour la paix sociale, pour le rassemblement de tous les Guinéens, de revenir aux traditions ancestrales que nos parents nous ont léguées. Et dans ces relations sociales, c'est dans cela que nous pouvons avoir la paix sociale. On peut avoir la tranquillité. Ils étaient des centaines de fidèles venus de partout en Guinée, dans la sous-région et les 9 Diwe du Fouta pour assister à cette cérémonie. Fugumba a regroupé tous ces Diwe-là pour qu'on pense à nos parents. Penser à nos parents, c'est penser à ce qu'ils ont initié. Et encourager ça, entretenir ça, parce qu'on commence à oublier. Et prier pour toute la Guinée. Le monde que nous vivons ici maintenant, c'est un monde de feu. Donc il faut prier pour la paix. Fondé au XVIIe siècle par les deux frères Fodé Seydi et Fodé Seri, Fugumba et Timbo ont été de véritables centres d'islamisation et de couronnement des Almami du Fouta théocratique. L'histoire, peut-être les petits-fils ne connaissent pas, mais ceux qui connaissent le passé, ils ne vont jamais privilégier l'instabilité, les troubles dans le pays. Tous ceux qui sont prêts pour préserver la paix, c'est des gens qu'il faut encourager. Après la grande prière et la lecture du Khatimul Qur'an, des bénédictions ont été formulées par les représentants des 9 Diwe en faveur des filles et fils de la Guinée. Parlons sport maintenant, quelques jours après la recomposition du COCAN par décret. Les nouveaux membres ont pris fonction ce mercredi au siège du comité d'organisation de la CAN 2025 à Kaloum. Ils ont fait le point sur ce qui a été déjà fait avant de faire des projections. Mamadou Saliouba, Mamadou Boïba et Mohamed Bangora. Cette première prise de contact s'est déroulée au siège du COCAN en présence de tous les nouveaux membres. C'est une première rencontre, d'abord pour leur expliquer un peu l'état d'avancement dans lequel on était aujourd'hui, et puis prendre connaissance, faire connaissance les uns des autres, et puis avec comme objectif évidemment de se fixer ce grand challenge qui est d'aller chercher
capacité et possibilité d'organiser cette CAN 2025. Beaucoup de citoyens sont encore pessimistes quant à la capacité de la Guinée d'organiser cette compétition, car peu de temps reste pour construire les infrastructures. Mais les travaux vont bientôt démarrer, assure le COCAN. Nous sommes en droite ligne vers 2025 et nous voulons mettre les bouchées doubles pour qu'à date, la Guinée soit prête à organiser sa COCAN. C'est le démarrage réel des constructions de la COCAN dans tout le pays, enfin dans les 6 régions où cela a été décidé, Kankan, Labé, Kindia, Zérékoré et Conakry. Ce projet, s'il se réalise, contribuera significativement au développement de la Guinée. KPC, qui vient d'intégrer le COCAN au nom du secteur privé, promet d'apporter sa contribution. J'ai décidé de construire des hôtels de 3 étoiles dans les 7 régions administratives de la Guinée, en commençant par Labé. Le projet continue encore. Je vous remercie de m'avoir posé cette question. Ça viendra en diminution des problèmes, des charges du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce projet aura bel et bien lieu. Du côté du gouvernement, la volonté politique ne manque pas, selon le ministre du Budget, par ailleurs, vice-président du COCAN. Des travaux de terrassement sont lancés sur les sites retenus pour la compétition, mais les entreprises devant construire les infrastructures ne sont pas encore connues. Dans un instant, c'est l'angle de la rédaction. Quelques mois. Quelques mois seulement nous séparent des fortes pluies dans la capitale guinéenne. Vous le savez, chaque saison des pluies, Conakry enregistre d'énormes dégâts parfois causés par l'inachèvement des travaux de réaménagement routier. Conscients des conséquences désagréables, les citoyens des quartiers bénéficiaires du projet de réaménagement routier sollicitent l'assistance de l'État avant les fortes pluies pour éviter le pire. Ali Badara Camara, Djibril Kabak Camara ont réalisé ce grand format sur l'état d'avancement des travaux de réaménagement routier. Suivez. C'est un projet d'aménagement routier financé par l'Union européenne et exécuté par l'Agence belge de développement ENABEL. Ce projet, qui concerne plusieurs communes de la capitale, est caractérisé par une lenteur dans les travaux. C'est ce que dénoncent les riverains au vu du rythme des travaux. Ce qu'ils craignent, c'est surtout l'hivernage. Quelques mois seulement avant les fortes pluies, les riverains et usagers de cette route en chantier depuis septembre dernier redoutent en effet le danger de l'arrêt des travaux. Pendant la période des grandes pluies, c'est une forte quantité d'eau qui descend ici. Vous n'êtes pas sans savoir que l'eau, les eaux de ruissellement qui quittent à Koloma, je vous dis bien, je me répète encore une fois de plus pour vous, à Koloma et au camp Alpha Yaya, se réservent ici, descendent ici. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que même au moment qu'on avait des caniveaux ici, d'évacuation d'eau, l'inondation se posait à chaque période de grandes pluies. Pour la réalisation du projet, plusieurs boutiques et magasins ont été réduits en poussière. L'arrêt des travaux choque davantage les victimes du déguerpissement. Mamadi Doumbouya Mali, Mamadi Doumbouya et son gouvernement doivent nous aider à finir ce projet pour le circuit normal des eaux de ruissellement. Sinon, nos maisons risquent de s'écrouler. Qu'ils viennent achever les travaux. Nous, on ne peut pas envoyer des bulldozers. Ici, plus de 400 femmes étalagistes ont été déplacées pour cause d'utilité publique. Depuis leur déguerpissement, elles disent tirer le diable par la queue pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Avant, l'eau coulait facilement, mais depuis le démarrage des travaux, surtout l'arrêt des activités, l'eau s'est frayé son propre chemin. Conséquence, nous sommes exposés à plusieurs maladies. On n'a pas le choix puisque nous cherchons le minimum pour vivre.
À Yimbaya Permanence, dans la commune de Matoto, le risque d'inondation est très élevé avec ces points inondables qui attendent juste réparation. Sur le terrain, le bureau du quartier tente d'expliquer le pourquoi de l'arrêt des travaux. L'entreprise qui a bénéficié de ce contrat n'a pas pu réaliser ce projet. Donc au vu d'aujourd'hui, le contrat a été résilié. Donc nous sommes dans ce moment-là, dans ce cadre-là. Ils sont en train, Sanita Ville Propre est en train de relancer encore à nouveau ce contrat pour permettre aux autres PME de soumissionner pour pouvoir réaliser ce projet. Une thèse que partage la cellule de communication de l'Agence belge de développement, Enabel, ainsi que son point focal à Matoto. Ces entreprises-là, leur contrat, c'est complètement résilié. Ils ont fait maintenant ce qu'on appelle une procédure simplifiée. Donc, la procédure simplifiée d'ici la fin de ce mois, donc il y a déjà des entreprises qui ont soumissionné. Donc, parmi elles, un certain nombre seront retenus qui vont travailler sur le terrain. De Yimbaya Permanence, nous nous sommes rendus au secteur Limanaya, dans le quartier Simbaya 1. Ici, l'état d'avancement des travaux est plus ou moins encourageant. Les citoyens rencontrés hors caméra disent garder espoir pour ce qui est de l'achèvement des travaux avant les fortes pluies. Dans la même commune, un autre projet d'aménagement routier. Sur cette route secondaire de Sangoya, les travaux de réaménagement routier peinent à être achevés depuis 7 ans. À chaque saison des pluies, des cas d'inondation sont signalés dans ces foyers. Des inondations provoquées par l'inachèvement des canaux d'évacuation d'eau. Chaque année, l'eau rentre dans notre maison ici. L'année passée était pire, l'eau n'a rien épargné dans notre maison. Nous avons des inquiétudes parce que les travaux ne sont pas encore achevés et bientôt la saison pluvieuse. Malgré l'état d'avancement des travaux sur ce tronçon, les riverains notent l'incompétence des équipes de l'entreprise en charge des travaux. Il devrait prévoir un franchissement ici pour éviter que l'eau traverse la chaussée. Sinon, la forte quantité d'eau qui passe pourra empêcher les automobilistes et créer plusieurs dégâts. Des limites qui sont aussi constatées sur cet autre tronçon qui mène à Kisoso. L'installation de ces bassins de la Sègue au milieu de la route est perçue comme des encombrants physiques. J'ai des inquiétudes par rapport à ces bassins-là. Les bassins-là, si toutefois un usager qui ne connaît pas la route-là, comment est-ce qu'il peut passer ici? Avec des bassins-là, il peut même créer des accidents par rapport à ces bassins-là. Si toutefois tu connais la route, au moins, on peut comprendre. Mais une personne qui ne connaît pas la route-là, comment est-ce qu'il peut passer sans faire des accidents, quoi? Est-ce que vous comprenez? À côté des difficultés que rencontrent les citoyens des quartiers bénéficiaires du projet d'aménagement routier, se greffe la nécessité des opérations de curage des caniveaux de la capitale Conakry. Cela pour éviter tout dégât causé par les fortes pluies dans la capitale. À présent, place à la rubrique Public Reportage juste après ça.
savez peut-être, l'humanité célèbre ce mercredi 23 mars la journée mondiale de la météorologie en Guinée. La journée a été célébrée sous le thème Alerte précoce, action précoce. Et puis la 14e session d'orientation stratégique du projet Bossège s'est tenue à Conakry ce mercredi. Ainsi, le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes reprend vivement ses opérations de lutte contre le manque d'emploi. Et puis, plus de 3 ans, le projet RECAP mène dans 4 pays, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, des activités de renforcement de capacité sur la cartographie locale et l'estimation de la taille de la population. Suivez le condensé dans cette rubrique Publi-Reportage. Cette journée a été instituée en 1950 par l'Organisation mondiale de la météorologie. L'humanité est de nos jours confrontée à de multiples problèmes liés aux conditions climatiques et la célébration sera l'occasion pour les acteurs concernés d'échanger autour de la question, notamment le cas spécifique de la Guinée. Récemment, il a été publié le 6e rapport sur le climat. Ce rapport-là est davantage plus alarmant parce qu'il indique qu'avec l'allure où on est, les changements climatiques, la température, le réchauffement climatique, la température va augmenter à plus de 1,5 degré et cela, malheureusement, va affecter davantage les populations. La Direction nationale de la météorologie se fixe cette fois pour objectif d'informer les populations à temps sur les risques de catastrophes non prévues. Un système d'alerte précoce sera donc mis en place. Si toutefois nous ne donnons pas l'information en temps réel, au risque, disons, de tomber dans des actions, dans des catastrophes non prévues. La météorologie fait partie des services les plus démunis du pays, selon son directeur national. Pourtant, elle exécute des tâches stratégiques, et ce, avec les moyens de bord qu'elle dispose. Sans nos bulletins de vol, nos dossiers de vol, aucun avion ne peut atterrir ni décoller de la Guinée. Nous faisons des prévisions météo-maritimes qui permettent de protéger les navires, tout comme les aéronefs sont protégés. Nous avons aussi des assistances que nous faisons à l'endroit des agriculteurs, c'est-à-dire des bulletins agrométéorologiques que nous produisons. Le bâtiment qui abrite les bureaux de la Direction nationale de la météorologie est vieux de plusieurs années. Pour donc atteindre ses objectifs et répondre efficacement aux défis liés aux conditions climatiques, la Direction nationale demande plus de moyens aux autorités. Cette 14e session d'orientation stratégique du projet Bossège intervient alors que la Banque mondiale a repris ses activités en Guinée. L'équipe de gestion du projet Booster les compétences pour l'employabilité s'en réjouit. Le travail va donc continuer de plus belle. Des initiatives pour corriger l'inadéquation entre les programmes de formation et les besoins vont se poursuivre. C'est juste pour valider les activités réalisées au niveau du projet de l'année 2021. Ensuite, faire valider le PTBA 2022 et tirer les conclusions quant aux indicateurs qui sont en retard. Depuis son démarrage, le projet Bossège a obtenu plusieurs résultats. Il s'agit par exemple de la mise en place de l'autorité nationale d'assurance qualité, le financement des activités et la révision des tests de loi au niveau des ministères de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, mais aussi celui de la formation technique et professionnelle. Toutefois, il y a encore des choses à faire. Aujourd'hui, les difficultés que nous avons, c'est la mise en place des CA et au niveau des institutions universitaires et la mise des CE au niveau des établissements d'enseignement technique. Ces difficultés ne freinent pas pour autant l'engagement de l'équipe de gestion du projet. Elle garde en ligne de mire la lutte contre le chômage. On a tout intérêt de maintenir ce projet afin de trouver beaucoup plus de solutions et surtout de l'emploi pour nos jeunes. À date, les porteurs du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes demandent aux autorités de la transition de pérenniser l'initiative vu l'impact déjà vérifiable sur le terrain et surtout son importance dans le contexte guinéen. Enfants Santé et ses partenaires Anda Santé Côte d'Ivoire et l'ONG Fraternité Médicale Guinée
met en œuvre un projet de renforcement de capacité et capitalisation des expériences pour une meilleure prise en charge du VIH sur les populations en Afrique de l'Ouest. Ce projet intervient dans 4 pays dont la Guinée, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau et le Sénégal. Malgré les efforts déployés dans ces pays, les acteurs communautaires impliqués dans la riposte au VIH manquent de capacité pour procéder à des analyses dynamiques de l'épidémie. Le VIH-Sida est un véritable problème de santé publique, de par ses conséquences sur le plan socio-économique sur les pays. C'est pour cette raison que personne ne doit être oublié dans la riposte pour espérer arriver au rendez-vous d'élimination de la pandémie à l'horizon 2030. Au-delà des activités de formation régionale et nationale, il est prévu dans le cadre du projet d'organiser des rencontres régionales annuelles d'échange, de partage et de capitalisation. Cela servira pour certains d'actualiser les connaissances à réaliser des cartographies au niveau local. Et depuis 2016, nous lançons un appel dédié aux populations clés et vulnérables. Juste pour vous donner quelques chiffres, entre 2016 et 2021, nous avons financé plus de 50 projets concernant les populations clés et vulnérables. 3 ans que vous développez et renforcez des partenariats stratégiques. 3 ans que vous partagez vos expériences et meilleures pratiques. 3 ans que vous contribuez à informer nos réponses nationales au VIH. Au terme de cette rencontre, les résultats comme des recherches sur les populations clés et transgenres menées par des cartologues dans les pays sont partagés et des pistes de plaidoyer au regard des résultats envisagés. Aux sessions 3, 4 et 5, chaque pays identifiera 1 à 2 bonnes pratiques ou meilleures expériences vécues. Le but de la démarche sera de permettre à chaque pays de s'approprier les thématiques afin de susciter une dynamique d'apprentissage et de construction collective. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information réalisée par l'ensemble de la rédaction d'Espace TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.